Le spectre d'un coup d'État hante-t-il à nouveau le pays des hommes intègres? À Bobo Dioulasso, comme sur la place Tiefo à Moro, des centaines de partisans du pouvoir en place sont descendus dans la rue le week-end dernier pour faire barrage à un supposé complot. Au cœur des accusations, l'ancien président de la transition du pays, Paul-Henri Sandaogo Damiba, accusé de manœuvrer depuis Lomé. Alors que la télévision nationale burkinabé relaie la mobilisation des comités de soutien, l'absence de communiqué officiel laisse place à toute interprétation. Ce soir, nous allons décrypter les mécanismes de cette veille citoyenne qui quadrille les rues et nous nous demandons qui cherche réellement à renverser le pouvoir, celui du capitaine Ibrahim Traoré. Les dernières informations à suivre dans cette émission et nous aurons à nos côtés ce soir Nabaloum Abdoulaye, le président de la CAMPAO, la Confédération des associations et mouvements panafricanistes de l'Afrique de l'Ouest. Nous parlerons également de la situation qui prévaut actuellement du côté du Venezuela. Nous sommes donc en Amérique latine. C'est un scénario que l'on pensait réservé aux films d'action. Et pourtant, c'est la réalité brutale de ce début d'année 2026. Depuis les salons dorés de sa résidence en Floride, Donald Trump a annoncé la chute de Nicolás Maduro, capturé sur son propre sol par des troupes américaines. Le gendarme du monde est de retour et il ne compte pas seulement arrêter un homme, il veut administrer une nation. Nous allons diriger le pays, martèle le président Donald Trump, entre ingérence assumée et promesse de stabilité. Nous revenons ce soir sur les coulisses de cette opération qui redessine la carte du monde. Est-ce le début d'une nouvelle ère de tutelle américaine ou alors un saut vers l'inconnu pour la région? Jusqu'où ira cette intervention militaire américaine, mais surtout jusqu'où ira Donald Trump, lui qui menace également la vice-présidente du pays, Delcy Rodriguez? Quelle sera la réaction du peuple vénézuélien et de la diplomatie mondiale? Quelques réactions des grandes capitales du monde face à cette intervention militaire américaine à suivre dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Voilà donc qui plante officiellement le décor de cette première production de la semaine, édition du 5 janvier 2026. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Le spectre d'une nouvelle tentative de déstabilisation plane à nouveau sur le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, une fois de plus visé par une tentative de coup d'État depuis son arrivée en septembre 2022. Il faut le dire, les tentatives de déstabilisation se sont enchaînées. La dernière en date, celle qui aurait donc été déjouée le week-end dernier. Ils sont nombreux à être descendus dans les rues de la capitale Ouagadougou et même à Bobo Dioulasso pour faire barrage justement à cette manœuvre de déstabilisation des institutions de l'État. Sur le banc des accusés, l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, accusé de manœuvrer justement contre son pays depuis son pays d'exil, le Togo. Nous jetons donc un regard approfondi, bien sûr, sur cette nouvelle tentative de déstabilisation qui en veut autant au capitaine Ibrahim Traoré. Nous aurons également un regard sur la mobilisation observée ce week-end dans ces deux principales villes, Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Toutes les brigades de veille citoyenne étaient donc en alerte afin de faire barrage à cette entreprise de déstabilisation. Nous en saurons un peu plus ce soir à vos côtés. Nabaloum Abdoulaye, je rappelle que vous êtes le président de la CAMPAO, vous réagissez depuis Ouagadougou, Burkina Faso. Vous nous faites l'honneur d'être une fois de plus l'invité de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, Nabaloum Abdoulaye. Bonsoir le frère Nguéné, bonsoir également à mes co-panélistes, bonsoir à toute la galaxie panafricaine, tous mes voeux à tous les téléspectateurs et l'ensemble de la communauté panafricaine qui suivent les ondes de For You Media à travers toute la planète. Mes voeux également à l'équipe technique, à la direction générale de For You Media, que cette nouvelle année 2026 soit une année beaucoup plus de paix, surtout parce que les couleurs sont déjà annoncées pour la violence et la guerre. Donc nous allons formuler nos vœux de paix et beaucoup d'opportunités pour tous.
C'est encore un honneur et un plaisir pour moi d'être invité. Permettez-moi également de présenter mes chaleureux vœux 2026 à toute la communauté de l'AES et singulièrement au peuple de Burkina Faso. Vive la combativité des forces de défense et de sécurité. Vive à tous ceux-là qui croient en nos trois leaders pour leur engagement, leur vision éclairée et tout le combat, le sacrifice qu'ils consentent, qu'ils consentent pour que effectivement nos pays puissent vraiment résister à cette violence, à cette barbarie qui nous est imposée. Encore merci pour l'invitation. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye. À vos côtés, sur le plateau, plus en présentiel à mes côtés, le docteur Essoussé, Bamar nous fait l'honneur également d'être des nôtres ce soir avec vous. Je rappelle que vous êtes expert des relations internationales. Nous reviendrons bien sûr sur les derniers développements du côté du Venezuela. Nous apprenons d'ailleurs à l'instant qu'un militaire vénézuélien a donc fait état d'un complot qui aurait donc conduit à faciliter l'intervention militaire du côté du Venezuela. On parle d'un complot en interne. L'attaque contre Caracas a été facilitée par des espions locaux. Il y a des gens ici qui travaillent pour le gouvernement américain sous une forme ou une autre, des Vénézuéliens et des étrangers qui ont servi de chevaux de Troie, transmettant des informations à l'ennemi, a déclaré Edgar Alejandro Lugo Pereira, lieutenant-colonel de réserve, arrivé donc à Fort Tuana. Voilà, les déclarations, ça corrobore la thèse qui est avancée, du moins qui a même été avancée par vous samedi dernier à l'international, docteur Essoussé, sur des complicités en interne qui auraient facilité donc la capture et l'exfiltration du président Nicolas Maduro. La présidence aujourd'hui est assurée par la vice-présidence Delcy Rodriguez, qui elle-même serait sous le coup des menaces du président Donald Trump, qui a estimé ce week-end qu'il fallait que la vice-présidente prenne des décisions adéquates, sinon elle subirait un sort autre que celui réservé justement à Nicolas Maduro. Des pays voisins sont également aujourd'hui dans le viseur du président américain Donald Trump. Nous avons également appris que le président colombien est en alerte. Gustavo Petro également a donc mobilisé les forces de défense et de sécurité. Cuba, Mexique, et même, forcément, et même ce territoire disputé du côté du Danemark, qui serait également dans le viseur de Donald Trump. Bref, on est encore loin. Cet épisode digne d'un film d'action est loin justement d'avoir livré tous ses secrets, et nous ressortons ce soir un aspect bien particulier, cette phrase qui a été lâchée par Donald Trump samedi dernier lors de sa conférence de presse. Désormais, nous allons donc diriger le Venezuela jusqu'à ce qu'on trouve un dirigeant sûr à mettre à la tête de l'État. Bonsoir à vous, docteur Essoussé. Bonsoir, monsieur. J'ai failli dire docteur Nguéné. Et puis, il faut dire que tu n'es pas loin de là. Tu n'es pas loin, certainement que dans les jours à venir, nous serons. Bon, je suis réjoui. Et bonsoir à mon frère Nabaloum Abdoulaye. Je suis toujours réjoui de partager les plateaux avec lui, parce que vous savez, ce qui est intéressant chez nous, c'est que nous avions des analyses pertinentes, oui, et que plusieurs estiment souvent ou alors assimilent souvent au bavardage, mais quand les faits nous donnent raison, ceux-là ne prennent pas la peine, n'est-ce pas, de présenter leurs excuses comme nous l'enseigne la culture africaine. Vous savez, beaucoup ne savent pas que pour venir à une émission, à une invitation comme celle-ci, ça nous coûte des nuits blanches, ça nous prend des heures de travail, de recherche, d'analyse, n'est-ce pas, d'interprétation et autres. Et puis, beaucoup ignorent que nous avons souvent des informations dont nous ne pouvons pas livrer les sources. Oui. Alors, je vous le disais ici l'autre jour que il ne saurait avoir
Je prends dans un simple cas. Oui. On vous dit, le bandit n'est jamais loin. Il est toujours autour de vous. Même quand on veut faire une opération dans votre résidence, quand un bandit veut faire une opération dans votre résidence, monsieur Nguédé, très souvent, oui. Et à 99%, il faut des complicités internes pour s'engager à s'introduire dans la maison de quelqu'un. Ici, il est question d'un pays. Vous avez un pays qui a ses frontières, qui a tous ses services d'intelligence, qui a son système de sécurité et de défense, oui. Même si peut-être il ne représenterait rien face aux États-Unis. À la puissance militaire américaine. Mais il faut dire quand même qu'au départ, il y a des signaux. Il y a des signaux qui sont lancés. On ne peut pas dire que le Venezuela est aussi bas au point de ne pas avoir les signaux, parce que quand vous voyez une opération comme celle-là, n'est-ce pas, le président Trump a dit le nombre de temps que cela leur a pris pour préparer, et même le chef d'état-major des armées américaines, il a bien expliqué que c'est une opération qu'il préparait depuis plus d'1 an, n'est-ce pas? Alors, pendant qu'ils préparent cette opération, quand ils font une opération comme celle-là en une quarantaine de minutes, il faut dire, parce que c'est un espace aérien, n'est-ce pas, qu'on survole. C'est des attaques, c'est des engins qui sont mis, n'est-ce pas? Le simple service de renseignement devrait être devrait avoir l'information. Devrait avoir l'information. C'est pour cela que je vous ai dit ici sur l'intervention militaire américaine. On peut se poser 3 interrogations. Est-ce que le président Maduro, n'est-ce pas, a accepté lui-même se faire livrer, n'est-ce pas, pour plusieurs raisons? Est-ce que le président Maduro a été trahi? Est-ce qu'il va aussi de la faiblesse même, n'est-ce pas, des services d'intelligence du Venezuela? C'est toutes ces questions. Mais personnellement, je vous ai dit que en interne, pour sortir Dr. Essoussé, nous aurons l'occasion d'en parler. Il y a eu des trahisons et le temps donne raison. Même la vice-présidente, là présentement, dans ses premières sorties, a lâché ça. A lâché qu'il y a des complices. Les hommes politiques vénézuéliens le disent, et même certains hommes, certains spécialistes américains nous disent aujourd'hui qu'il y a eu des complicités. Et on ne pouvait pas se permettre et faire une opération aussi facile comme celle-là, sans résistance en face, et s'en aller avec tout un chef d'État, sans qu'il n'y ait eu, n'est-ce pas, des complicités internes. Voilà. Merci à vous, Dr. Essoussé. On nous annonce également la tenue à l'instant d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion se tient du côté de New York. Nous aurons l'occasion de revenir sur quelques déclarations fortes qui ont d'ailleurs été faites à cet effet, notamment du représentant russe auprès des Nations Unies. On parle bien sûr de Vassili Nebenzia. Nous reviendrons également sur la réaction du secrétaire général des Nations Unies. Tous ont condamné bien sûr cette agression et ont appelé à la libération immédiate du président Nicolas Maduro. Mais bien avant, quelle est la situation qui prévaut exactement du côté de Ouagadougou au Burkina Faso? Je disais à l'entente de cette émission. Alors, il y a eu une forte mobilisation ce week-end dans les rues de Bobo Dioulasso et même dans la capitale, et même à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Ils sont nombreux à être descendus dans les rues de ces 2 villes pour faire barrage donc à une nouvelle tentative de déstabilisation qui aurait donc été déjouée. Alors, que savons-nous précisément autour de cette nouvelle entreprise de déstabilisation qui a donc visé les institutions de l'État? Nous faisons d'abord le point avec nos confrères de la télévision nationale burkinabé. Juste derrière, nous retrouverons Nabaloum Abdoulaye pour plus de précisions autour de cette nouvelle tentative qui vise une fois de plus le capitaine Ibrahim Traoré, une énième depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022. Il est peu après 23 heures, ce 3 janvier 2026. Burkina Faso la matoni ela nyama. Wayinambe bugum kamsa tama. Oblatenganda tengan tusu kolkodo nyauzugu. Au même moment, l'alerte à la mobilisation est lancée depuis l'extérieur. Ne dormez pas, hein? Ne dormez pas. Cette nuit n'est pas une nuit de sommeil. Et c'est à vous
de maintenir cette veille citoyenne ce soir partout où vous êtes. Il n'en fallait pas plus pour que le rond-point des Nations Unies, rebaptisé par ses occupants rond-point Capitaine Ibrahim Traoré, refuse du monde. Une tentative de déstabilisation du Burkina Faso aurait été déjouée et les populations sont là pour réaffirmer leur soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré et à sa dynamique révolutionnaire. Pour ces manifestants, pas question de baisser la garde et ils préviennent, il n'y aura pas de pitié pour les ennemis de la nation. Pour l'heure, aucune information officielle n'a été donnée par l'exécutif burkinabé, mais de sources bien introduites confirment une énième tentative de déstabilisation des institutions du Burkina Faso. En attendant, les acteurs de la veille citoyenne appellent l'ensemble des patriotes à rester sur le pied de guerre pour ainsi barrer la route à l'impérialisme et à ses valets locaux. Alors, Nabaloum, que savons-nous, ou du moins, que savez-vous exactement de cette nouvelle tentative de déstabilisation? Alors, nous n'avons pas suffisamment d'informations et il n'y a pas encore de communication officielle de la part des autorités burkinabées, mais voir le peuple burkinabé sortir en masse pour faire barrage à cette tentative de coup d'État, cela signifie forcément quelque chose. Et selon nos informations rassemblées sur place, recueillies sur place, pardon, un proche, ou du moins des proches de l'ancien président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, serait impliqué de très près. Et pour le cas du Burkina Faso, effectivement, nous avons suivi avec grand intérêt l'annonce d'une tentative, d'une énième tentative, comme vous l'avez si bien dit, de coup d'État au Burkina Faso. Et les premiers faits, ou en tout cas les premiers éléments qui montrent, c'est la mobilisation, la prompte mobilisation des populations à travers les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ça déjà, c'est un signal qui est assez fort, qui nous réconforte que la veille citoyenne, les populations burkinabées sont déterminées et à accompagner leur président, à accompagner l'ensemble des autorités qui ont fait le serment de servir leur peuple, de défendre leur peuple, de défendre le territoire du Burkina Faso. Donc ça, vraiment, c'est à saluer pour l'ensemble des populations, toutes les organisations, les personnes qui s'impliquent de plus en plus pour accompagner cette révolution progressiste populaire. Alors, sur effectivement, à la suite de l'annonce, jusqu'à alors, on n'a pas encore une réaction officielle. Nous y attendons vivement. Il n'est pas exclu, effectivement, que ce soit Paul Sandaogo Henri Damiba, parce que ce n'est pas la première fois qu'il a été cité dans de telles tentatives macabres. Alors, Nabaloum, peut-être avant de parler des proches du lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba, que faut-il retenir de votre première prise de parole? Cette tentative de déstabilisation est-elle avérée, à votre avis? De mon point de vue, oui, c'est possible. Mais comme les autorités n'ont pas encore réagi, c'est pourquoi il faut un peu de prudence, mais je pense que c'est bien probable qu'il y ait eu tentative. Malgré, en tout cas, tout ce qui est entrepris aujourd'hui pour que le Burkina Faso se porte mieux. Alors, qu'est-ce qui peut effectivement motiver ce coup de force? Lorsque vous regardez la situation politique dans la sous-région très récemment, il n'est donc pas exclu qu'au-delà de Damiba, il y ait d'autres mains derrière. Il n'y a pas très longtemps, on a vu les soldats nigérians qui ont été capturés au Burkina Faso. De l'autre côté de la Côte d'Ivoire, on voit les Américains qui avancent avec des bases un peu plus proches de la frontière. Le Bénin, effectivement, avec le coup d'État manqué, dont certains semblent
d'une manière ou d'une autre impliquer les États de l'AES, ne serait-ce que ces éléments pris confortent qu'il y a des tentatives de déstabilisation qui peuvent venir de partout. Mais on en saura effectivement dans peu de temps. Mais ce qui me conforte davantage dans cette position, j'ai suivi avec grand intérêt, il y a un grand panafricaniste qui a sorti une vidéo depuis ce matin ou hier, je crois. Si vous permettez, je cite son nom. C'est le frère Béanzin Ebouti qui a sorti une vidéo où il fait des révélations exactes de l'implication de Paul Henri Sandaogo dans des manœuvres de coup d'État au Burkina Faso. Il est même allé, pour citer, donner des témoignages et d'y détenir effectivement des preuves d'implication de Paul-Henri Sandaogo ça c'était dans un précédent coup d'État qu'il avait annoncé, et il dit effectivement que il n'est pas étonné de revoir qu'il tente, parce que dans les déclarations que Paul-Henri Sandaogo avait prises face aux hommes qu'il organisait par rapport à la destitution, il s'était dit qu'il se fait le vœu de vraiment arriver à bout de son projet machiavélique. Donc, si on prend ces éléments, on est vraiment fondé qu'effectivement, il y a des tentatives, et il y en aura toujours. C'est certainement pas la dernière tentative qui est là. C'est pourquoi il faut saluer la réactivité des populations, mais aussi saluer tous les services de renseignement, les proches du président Ibrahim Traoré, son excellence, qui lui font vraiment... Vous me recevez? Oui, allez-y, Nabaloum, allez-y. Voilà, donc je disais qu'il faut également saluer tous ces hommes autour du président Ibrahim Traoré qui lui font confiance, notamment le commandant Yabré, le patron du renseignement, comme on l'appelle ici, qui, en tout cas selon ce que j'ai vu, il a été alerté d'abord par cette tentative et qui a dit à ces éléments d'infiltrer pour connaître les tenants et les aboutissants de cette sombre affaire. Et c'est à l'issue de ça que, effectivement, l'annonce a été donnée qu'il y a une tentative de coup d'État. Donc, à aujourd'hui, on n'a pas une déclaration officielle, mais quand on regarde les éléments, il y a des éléments qui corroborent que ce pourrait être une réalité. Mais Nabaloum, au-delà de la communication des autorités qui reste attendue, il y a justement ces mécanismes de veille citoyenne. Là, c'est une réalité. Elle est concrète. On la voit et on la vit sur le terrain, Nabaloum. À chaque fois qu'on parle de tentative de déstabilisation, on a le peuple qui se ramasse pour soutenir les autorités et réaffirmer d'ailleurs leur soutien aux autorités actuelles du pays. Alors, comment s'articulent ces brigades de veille citoyenne qui jouent un rôle primordial aujourd'hui, voire de premier plan, face justement à tout ce qu'on qualifie d'ennemis de la nation? D'accord. C'est vraiment important de le souligner. Vous savez, pour ce qui concerne le cas spécifique du Burkina Faso, lorsque le président, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, a décrété pour la mise en place des brigades d'intervention pour la défense du territoire, il s'est également mis en place des groupes de jeunes et de communicateurs très pointus qui se sont nommés les BIR de la communication, ou on appelle affectueusement les BIRC. Donc ce sont ces regroupements, ce sont l'ensemble de ces activistes et de ces communicateurs-là qui font le relais à l'instant T de toute information liée à la révolution populaire progressiste. Et les organisations, les comités de veille, les CNAVC, comme on les appelle, sont des organisations qui ont été initiées dès le départ de l'implémentation même du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, ont été créées. Ils ont été encadrés d'une manière ou d'une autre par les autorités pour mieux focaliser l'action, pour les rendre beaucoup plus opérationnels. C'est pourquoi lorsque vous regardez cette image, le rond-point autour duquel sont regroupés les jeunes s'appelle le rond-point Capitaine Ibrahim Traoré. Initialement, c'était appelé le rond-point des nations, mais il a été rebaptisé par les jeunes, par les populations,
Désormais, c'est le rond-point du capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est un lieu phare qui symbolise la détermination de cette population, qui détermine vraiment la ferme volonté de toutes les populations, surtout à Ouagadougou, pour contrer toute tentative. Et c'est différent. Si vous regardez, le maillage est fait de telle sorte que sur l'ensemble du territoire, il y a des points comme ça où les populations se retrouvent et en cas d'alerte, c'est un relais qui est immédiatement pris. Et c'est pourquoi vous avez vu au niveau de Bobo-Dioulasso, c'est un rond-point au niveau de Ouagadougou. Et c'est tout un maillage au niveau de l'ensemble du territoire qui s'organise ainsi. Et ils sont bien encadrés, ils sont bien suivis. Et c'est un actif très fort pour cette lutte. Et tous nous y engageons et nous appelons régulièrement à ce que les gens se mobilisent. Et c'est les premiers lieux de rencontre dès qu'il y a une circonstance, dès qu'il y a un événement majeur qui touche à cette révolution progressiste populaire. Merci à vous, Nabaloum. Alors, Dr Essoussé, une nouvelle tentative de déstabilisation qui vise le pouvoir burkinabé. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? La prompte réaction des services de renseignement ou alors la mobilisation massive du peuple burkinabé à chaque fois qu'on annonce justement une manœuvre déstabilisatrice, du moins une tentative de déstabilisation, on a l'impression que voilà, tout est activé pour faire barrage justement à toutes ces entreprises-là. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui? Parce que on parle quand même d'une énième tentative de déstabilisation. À chaque fois, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est visé. Depuis son arrivée en septembre 2022, il a été victime, bien sûr, de plusieurs coups, de plusieurs tentatives de coup d'État. Oui, il faut noter que je l'avais dit sur vos antennes que la récréation n'est pas terminée. Oui. Elle va continuer. C'est-à-dire que quand on voit la gifle, n'est-ce pas, que les États de l'AES ont servi, n'est-ce pas, au système néocolonial, n'est-ce pas, au système impérialiste, il faut se dire que ces gens, c'est une pilule amère et ils ne vont pas la digérer aussi facilement. Donc, nous sommes dans un contexte, il faut se préparer à avoir toujours, n'est-ce pas, des tentatives de coup d'État. Parce qu'ils vont user de tous les moyens, n'est-ce pas, à leur disposition, tous les moyens réfléchis pour pouvoir déstabiliser ces zones qu'ils ont perdues. Parce que c'est gros perdre cette zone quand on regarde tous les enjeux, n'est-ce pas, et tous les intérêts, n'est-ce pas, qui y étaient. Maintenant, il faut dire, on a coutume de le dire, les problèmes sécuritaires sont des problèmes de tout le monde, d'ordre général. Il n'y a pas une entité, il y a des services, n'est-ce pas, de renseignement, il y a des services de sécurité, mais également la population est le premier élément, n'est-ce pas, sécuritaire. C'est-à-dire que si... Puisqu'il faut se dire une chose, ils sont des combats hybrides, n'est-ce pas? C'est des combats asymétriques. Quelquefois, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un dangereux, n'est-ce pas? Alors, on a besoin très souvent de la population, elle qui est sur le terrain, encore que quand on va faire toutes les politiques, tous les mécanismes, n'est-ce pas, de gestion politique, la finition de ces mécanismes-là se mesure au niveau du bas peuple. C'est-à-dire, est-ce que le train de vie, est-ce que les besoins sociaux sont couverts, est-ce que, donc, la population est le meilleur indicateur de la politique. Et vous voyez que dans le cas d'espèce, les populations, n'est-ce pas, encore que ce ne soit pas des coups d'État, ça a été des révolutions. Alors, parce que c'est des populations qui se sont levées. On dit non au système néocolonial. Et ces populations qui ont porté en triomphe, n'est-ce pas, ces chefs d'État, ces populations sont prêtes à se sacrifier, à donner de leur sang, n'est-ce pas, pour la stabilité de ces États-là. Et c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, dès qu'il y a cette tentative, vous voyez la population dehors qui est prête à sacrifier, n'est-ce pas, à verser son sang pour, n'est-ce pas, sauvegarder, n'est-ce pas, la sécurité nationale dans ces États-là. Et il faut se dire une chose, monsieur Damiba,
a été, aujourd'hui, il est au Togo. Il est en exil au Togo. Oui. Et il a ses ramifications en interne. Alors, mais est-ce que c'est pas inquiétant tout de même? C'est très inquiétant. Soit là 3 ans à parler des proches de Damiba impliqués dans une tentative de coup d'État au Burkina Faso. On se serait attendu qu'une fois arrivé, le capitaine Ibrahim Traoré procède tout de même à un grand nettoyage. Oui. Mais là, parler d'un proche de oui, mais le grand nettoyage, lorsqu'on parle des proches... Est-ce à dire que l'armée serait infiltrée d'une façon ou d'une autre, docteur Issoussé? Je vous prends un exemple. Damiba est parti en 2022, je crois. Oui. Il est parti, d'accord. Il est parti en 2022. Damiba était un officier supérieur de l'armée burkinabé. Damiba a certainement travaillé avec des subalternes, des soldats qui à son temps étaient et ont évolué. C'est ça, être proche. Être proche ne veut pas toujours, on va voir un cousin ou bien un ami direct et comme ça. Ça veut dire que lorsque vous étiez dans l'administration, il y a des gens que vous avez introduits dans l'administration et lorsque vous partez, ces gens ont votre sympathie et ces gens sont, n'est-ce pas, des outils de renseignement pour vous. Ces gens sont facilement malléables par vous. Donc, c'est ça avoir des proches parce que dans une armée, tout le monde n'est pas acquis à la cause du chef, n'est-ce pas? Et c'est d'où l'importance des services de renseignement parce que quand vous voyez aujourd'hui, si vous avez suivi la télévision burkinabé, il y a des communications qui ont été lancées et qui ont permis d'identifier avec exactitude, jusqu'ils n'ont pas encore fait un communiqué officiel comme ils ont l'habitude de le faire. Oui. Certainement, ils sont en train de chercher à avoir tous les éléments réunis. Mais il y a des communications qui ont permis d'identifier le lien entre Damiba et ces personnes-là, qui ont circulé entre Damiba et ces personnes-là. Donc, qui veut dire que lui également, il est en exil au Togo. On connaît la position du Togo, n'est-ce pas, en rapport avec les États de l'AES. C'est les ventres mous. Vous avez le Togo, vous avez le Bénin et autres. Déjà qu'on a assisté il y a quelque temps aux prises de bec entre le Bénin et c'est un des États de l'AES où on a carrément déclaré le représentant diplomatique du Bénin persona non grata dans cet état. Donc, c'est vous dire quoi? C'est vous dire que dans cette zone, aussi longtemps que l'AES prend cette position et ne fait que monter, n'est-ce pas, en puissance dans le sens de la rupture, alors attendons-nous à ces tentatives de coup d'État, à ces tentatives de déstabilisation de ces zones. Et moi, je pense que ce qu'on voit, oui, effectivement, ce qu'on voit ne surprend pas ces États de l'AES. Même nous-mêmes qui parlons, ça ne nous surprend pas, puisque c'est des choses, nous connaissons les mécanismes de ces gens-là. Mais ça devrait plutôt davantage les interpeller à avoir des systèmes de sécurité et des services de renseignement assez outillés. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut monter encore d'un cran parce que quand on va essayer à cette dimension, il va monter à une autre dimension. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est bravo, n'est-ce pas, les services de renseignement du Burkina Faso et notamment de l'AES. Alors, Nabaloum, quelle explication peut-on donner au silence que les autorités burkinabées entretiennent tout de même autour de cette nouvelle tentative de déstabilisation? Est-ce que le contexte est-il inquiétant tout de même quand on parle des connexions qui seraient maintenues aujourd'hui entre certains éléments des forces de défense et de sécurité et l'ancien président? On parle d'un président déchu, Polaris Sandaogo Damiba. Alors, je disais que ce n'est pas la première fois que Damiba a été cité dans un coup d'État. Et il est dans un pays voisin, le Togo, qui effectivement entretient des relations, je dirais, fortes avec les pays de l'AES, dont le Burkina Faso. Donc pour moi, le bref silence, c'est juste le temps de concocter l'ensemble des éléments afin de donner la bonne information à tout le monde, comme ils l'ont toujours fait. Nos autorités ont toujours pris le temps de donner la bonne information et au bon moment. C'est vrai que nous manifestons l'impatience d'avoir rapidement le retour. Cependant, ce retour-là nécessite quand même un certain nombre d'éléments très pertinents pour rassurer l'ensemble des populations et c'est vraiment très salutaire pour nous. Ici,
Ce que je voudrais souligner davantage, au-delà de la détermination des organisations et des populations principalement caractérisées dans les images par la veille citoyenne, c'est aussi les brigades de la communication qui abattent énormément ce beau travail qui permet de maintenir la flamme. Et aussi, cette occasion donne et indique toujours que la vaillance, le vœu que le peuple, la population, le serment qu'ils se sont fait pour accompagner les autorités est une réalité. Voilà, c'est au lendemain des fêtes que, que malgré cette situation, la mobilisation a été prompte. Donc cela dénote que les populations sont toujours en phase avec leurs dirigeants et ça c'est vraiment à saluer. Alors pour ce qui concerne effectivement les implications les personnes qui seraient impliquées dans de telles manœuvres, c'est vraiment dommage que malgré les efforts, malgré vraiment tout ce qui est consenti par les forces de défense et de sécurité, toutes les vies qui sont fauchées en défendant cette nation, il y a d'autres personnes qui sont nourries par des ambitions sombres de servir toujours l'impérialisme, parce que ici, il n'y a autre élément à justifier que servir l'impérialisme. Donc si malgré le contexte politique, géopolitique international actuel qui prouve à souhait que nos dirigeants ont vu juste le combat mené par les dirigeants de l'AES, c'est le vrai combat du sens de l'africanité, c'est le socle sur lequel doit pouvoir se bâtir l'Afrique pour émerger et devenir une nation forte. C'est vraiment dommage que certains personnages aux idées faibles continuent d'alimenter ou de nourrir de telles ambitions. Merci à vous, Nabaloum. Alors, nous allons avancer dans nos échanges en évoquant cette fois la thématique principale de cette émission du Point sur l'actualité, côté également de Patient Parfendum sur le plateau. Nous allons parler du Venezuela. Nous allons parler des derniers développements. Je vous ai dit, actuellement, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies se tient sur les frappes américaines du côté de Caracas. J'aurai l'occasion, bien sûr, de revenir sur certaines réactions, mais vous l'avez, ce scénario que l'on pensait réservé aux films d'action. Mais l'on a vécu samedi dernier du côté de Caracas, une réalité brutale de ce début d'année 2026. Depuis donc les salons dorés de sa résidence en Floride, Donald Trump a annoncé la chute de Nicolás Maduro, capturé sur son propre sol par des troupes américaines. Le gendarme du monde est plus que jamais de retour et il ne compte pas seulement s'arrêter à ce niveau, puisqu'il veut aujourd'hui administrer tout le pays de façon générale. Le pays qui est sous le contrôle, bien sûr, d'Elsie Rodriguez, la vice-présidente, mais qui à son tour également reçoit des menaces de la part de Washington. Entre ingérence assumée et promesse de stabilité, nous revenons donc ce soir sur les coulisses de cette opération qui redessine les cartes du monde. Avant de retrouver bien sûr nos invités, nous allons prendre ces réactions à l'international. Il faut le dire, cette intervention militaire américaine n'a pas laissé le monde, les capitales du monde indifférentes. Plusieurs d'entre elles ont réagi et la plupart ont condamné, même si certains dirigeants européens, eux, ont salué la chute du président Nicolás Maduro. La nouvelle de l'intervention américaine au Venezuela ainsi que l'enlèvement de son président a fait l'effet d'une bombe. Même si le point d'impact se trouvait en Amérique latine, l'onde de choc médiatique s'est propagée largement au-delà du continent, provoquant la colère de milliers de personnes dans les rues. Les rues de Paris, Milan, Naples, Athènes, Brasilia et Berlin sont remplies de manifestants qui brûlent des drapeaux américains, se rassemblent devant les ambassades des États-Unis et scandent des slogans en faveur du Venezuela. Aujourd'hui, on a une administration états-unienne qui prétend être intervenue pour des questions de narcotrafic. Nicolás Maduro serait le dirigeant d'un cartel. Ça, c'est des motifs qui sont fallacieux. Il y a une volonté de mettre la main sur le pétrole vénézuélien, qui est le premier producteur de pétrole international. Il y a une volonté aussi de mettre à bas un régime, le régime bolivarien, socialiste, qui s'oppose à l'hégémonie des États-Unis d'Amérique sur le continent latino-américain. Les impérialistes américains sont allés trop loin. Ils ont attaqué le cœur de la résistance latino-américaine. Ils ont attaqué le peuple vénézuélien
et enlever le président Nicolás Maduro en s'emparant du pétrole d'un pays souverain. L'impérialisme américain est allé trop loin. Il s'est ingéré dans les affaires du peuple vénézuélien et nous ne le laisserons pas faire. Notre organisation et notre lutte constitueront l'opposition à cet impérialisme et nous l'emporterons. La communauté européenne garde le silence. Notre gouvernement, qui ne dit rien, continue de financer la guerre en Ukraine, continue de se taire face au génocide du peuple palestinien à Gaza et aujourd'hui encore, concernant cette agression contre le peuple vénézuélien, choisit de ne rien dire afin de ne pas contredire le président américain. Je suis ici parce que concrètement, l'impérialisme américain sous ce Trump fasciste a maintenant attaqué le Venezuela et nous y voyons une véritable agression fasciste visant à sécuriser les intérêts américains, ainsi qu'une politique qui accroît considérablement le risque d'une 3e guerre mondiale. C'est pour cette raison que je suis ici et je me réjouis de voir tant de personnes différentes réunies pour protester contre cela. Il est essentiel de s'y opposer, parce que tout changement de régime au Venezuela doit venir des Vénézuéliens eux-mêmes. Il n'est pas acceptable que les États-Unis décident de la manière dont un autre peuple doit s'organiser. Cependant, tout le monde ne s'aligne pas pour condamner cette intervention. Alors qu'à Barcelone, la population manifeste contre les actions de Trump, à Madrid, la foule se réjouit de la chute du régime Maduro. Dans d'autres parties du monde, de nombreuses personnes saluent cette opération et la qualifient de libération. Au moins, c'est un point de départ pour sortir de ce cauchemar. Car à vrai dire, c'était un cauchemar absolu. On avait l'impression que ça ne finirait jamais. Et enfin, c'est comme s'il y avait une lueur. C'est-à-dire qu'on peut changer ça, on peut compter sur un vrai changement. Cela restera dans nos mémoires. Je crois que tout le peuple vénézuélien doit avoir la certitude que plus jamais la gauche communiste ne dirigera notre pays. Nous sommes heureux, on fait la fête. Ma fille est ici avec moi. On a appris la nouvelle à l'aube et on a pleuré d'émotion, de joie de voir qu'enfin, ce problème avec notre pays touche à sa fin. Qu'enfin, s'achève la dictature dans notre pays. Je me suis réveillée à 4 heures du matin et j'ai appris la nouvelle. J'étais très émue, en larmes, heureux et bouleversé parce que Dieu merci, nous recouvrons enfin la liberté après tant d'années. Les réactions officielles face à cette opération militaire au Venezuela sont divisées. La réaction des pays d'Amérique latine a été particulièrement vive. Le président cubain a exigé une réaction immédiate de la communauté internationale. Le président colombien a souligné que seul le peuple souverain avait le droit de résoudre les conflits internes. De son côté, le président brésilien a affirmé que les actions américaines franchissaient une ligne rouge inacceptable et créaient un précédent dangereux pour le monde entier. D'autres nations de l'autre côté de l'océan, dont la Russie, la Chine et les pays de l'Union africaine, ont également fermement condamné l'agression militaire des États-Unis au Venezuela, appelant ces derniers à libérer Nicolás Maduro et son épouse. Les actions des États-Unis constituent une violation flagrante du droit international, des normes fondamentales des relations internationales, ainsi que des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies. La Chine exhorte les États-Unis à garantir la sécurité personnelle du président Nicolás Maduro et de son épouse, à les libérer immédiatement, à cesser de renverser le gouvernement du Venezuela et à régler les problèmes par le biais du dialogue et des négociations. Compte tenu des informations confirmées faisant état de la présence du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse aux États-Unis, nous appelons avec fermeté les autorités américaines à reconsidérer cette position et à libérer le président légitimement élu d'un État souverain ainsi que son épouse. Nous soulignons la nécessité de créer les conditions permettant de résoudre l'ensemble des différends existants entre les États-Unis et le Venezuela par la voie du dialogue. L'Union africaine insiste sur le fait que les défis internes complexes auxquels fait face le Venezuela ne peuvent être traités de manière durable que par un dialogue politique inclusif entre Vénézuéliens. Quant à l'Europe de l'Ouest, les déclarations ont été plus ambiguës. Les dirigeants européens demandent le respect des normes, mais soulignent en même temps que la capture du président légitimement élu était tout compte fait un bien pour le peuple vénézuélien. À l'unisson avec Kaja Kallas et Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron a lui aussi rejoint cette chorale. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. Ces propos n'ont pas trouvé de soutien unanime dans les milieux politiques français. Plusieurs partis ont accusé le président de la République d'ignorer la nature illégitime des actions de Washington. Tout cela est terrible.
que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture. Des opinions similaires à celles de Macron et des fonctionnaires européennes Kaja Kallas et Ursula von der Leyen ont également été entendues à Berlin et à Londres. Les réactions débordent déjà le champ médiatique et devraient se multiplier encore en attendant de nouvelles actions de Washington, alors que les nouvelles autorités à Caracas rejettent toute forme de pression américaine. Alors, les réactions sur le plan international. Nous avons fait le tour, que ce soit en Afrique, on a également parcouru les capitales du monde, et je rappelle l'information de la soirée, c'est la tenue actuellement d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est le représentant de l'Iran qui se prononce à l'instant, après bien sûr le passage du représentant russe, Vassili Nabenzia, qui s'est exprimé en ces termes, je cite, « Rien ne saurait justifier le crime cynique commis par les États-Unis à Caracas ». Fin de citation. Nous espérons que cet acte de banditisme international fera l'objet d'une évaluation objective et exhaustive au regard bien sûr des normes juridiques internationales grâce aux mécanismes universels des Nations Unies et d'autres instances multilatérales. Le secrétaire général des Nations Unies a également réagi. Son message a été lu par la secrétaire générale adjointe Di Carlo lors bien sûr d'une réunion du Conseil. Lors de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général appelle également toutes les forces politiques vénézuéliennes à s'engager dans un dialogue démocratique inclusif afin de déterminer l'avenir du pays de façon générale. Mais déjà, patient par Fendom, les événements ont évolué entre samedi dernier et ce lundi. Et actuellement, au moment où nous parlons, le président Nicolás Maduro comparaît du côté de New York. Il a également réagi, le temps pour moi de retrouver sa sortie. Voilà, je l'ai sous les yeux. Je suis un homme honnête. Nicolás Maduro vient donc de plaider non coupable lors de sa comparution devant le tribunal de New York. Il s'est adressé bien sûr au tribunal en espagnol avec l'aide d'un interprète. Il comparait un président démocratiquement élu du côté de Venezuela, déporté, enlevé, exfiltré de son propre territoire pour comparaître aujourd'hui du côté des États-Unis. L'ironie de cet épisode, on parlait bien sûr d'un film, d'un épisode digne d'un film d'action, c'est que le président à l'origine bien sûr de son exfiltration lui dit, et du moins prétend aujourd'hui vouloir administrer un territoire qui ne lui appartient pas. Donald Trump dit qu'il va donc conduire la transition du côté de Venezuela jusqu'à trouver un dirigeant sûr qu'il mettra à la tête du pays. Alors, je ne sais pas ce que beaucoup pensent à la maison quand ils assistent à tout ce qui se passe actuellement, mais vous, des événements ne vous ont pas échappé, patient par Fendom, depuis samedi dernier. Alors, le droit international est bafoué, la Charte des Nations Unies ne vaut plus rien. On a là le retour pratiquement à l'état de nature, où c'est la loi du plus fort qui s'impose à tous. Alors, à quoi assistons-nous? On a l'impression que on assiste au retour du hard power, patient par Fendom. Je préfère commencer par la fin. Bonsoir tout d'abord à vous. Ça c'est pratiquement un effet. Nous sommes en retard, je pense que nos téléspectateurs ont compris. Voilà. Une fois n'est pas d'habitude. Voilà. C'est l'exception qui confirme la règle. Je préfère commencer par la fin. Si l'Afrique ne s'unit pas, le futur de l'Afrique, ça va être ce qui se passe au Venezuela. C'est-à-dire quoi? On va bombarder les États africains. Macron ou bien quelqu'un qui lui ressemble n'est pas content, il vient arrêter tel dirigeant africain, l'amène aux États-Unis, il dit que bon, il fait le trafic de bois rose ou bien de l'ébène, et puis c'est fini. Si l'Afrique ne s'unit pas, j'insiste tous les jours sur cette affaire-là de l'unité politique de notre continent. Les gens pensent que c'est une blague. Ou alors, on ne pourra laisser en divagation à la tête de nos États que des dirigeants qui sont totalement à plat ventre devant les intérêts de l'étranger. Donc ces gens-là, il ne faudra pas qu'ils viennent nous dire qu'ils protègent nos pays, qu'ils sont là pour la démocratie, qu'ils sont là pour le peuple. Ce sont des histoires à dormir debout. Et nous serons les éternels esclaves de cette planète, de l'humanité.
Donc, ce que Trump vient de faire là, c'est une démonstration d'un retour en arrière. Certains parlent de la doctrine Monroe. Moi, je parlerai même de l'application de renouvellement d'une application de l'opération Condor, c'est-à-dire que l'Amérique latine, c'est notre profondeur stratégique. Personne ne touche. Et nous ne pourrons pas accepter qu'il y ait un pouvoir en Amérique latine qui ne soit pas assujetti à nos intérêts. Point barre. Ça, c'est le message qu'il faut tirer de cette intervention militaire américaine. Et quiconque aura besoin de prendre le chemin de travers, il sera puni exactement comme on l'a fait avec les Noriega et avec Maduro aujourd'hui. Mais ce que Trump n'a pas compris, c'est que le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde du 19e siècle, du 20e siècle. Vous avez parlé de la profondeur américaine du côté profondeur stratégique Alors, des États-Unis. Nous avons également fait nos petites recherches, patient Parfendum. On a essayé de retracer les principales interventions militaires américaines et même des opérations de la CIA en Amérique latine depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, voici quelques dates majeures. Guatemala, 1954. Cuba, 1961. République dominicaine, 1961-1965. Grenade, 1983. Venezuela, 2002, 2020 et 2026. C'est la troisième au Venezuela. Nicaragua, 1979-1990. Brésil, 1964. Panama, 1989. Équateur, 1963. Bolivie, 1964. Chili, 1964 et 1974. Ça, c'est une profondeur stratégique, comme vous le dites. Mais je vous dis que toute l'Amérique latine, pratiquement, est assujettie au diktat américain. Nous ne pourrons jamais accepter. La seule exception, c'est Cuba. C'est un os qui est calé au cou des États-Unis. Mais d'autres disent que forcément, Cuba fait partie des prochaines cibles du président américain. Donald Trump lui-même, il a dit, je pense que c'était hier, on n'a pas besoin de toucher Cuba, Cuba va tomber tout seul, privé du pétrole vénézuélien. Mais il n'y a pas de... C'est ce que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a soulevé il y a quelques heures. Oui, Marco Rubio, c'est qui? Marco Rubio, c'est un fils d'immigrants cubains. Son père est un Cubain, donc lui-même c'est un Cubain à la base. Ce sont les immigrants cubains qui en veulent à la révolution cubaine, je ne sais pas. Ils ont tout tenté. Donc pour eux, Cuba est justement sur la shortlist des États qu'il faudra descendre. Il y a aussi le président colombien, n'est-ce pas? Gustavo Petro. Gustavo Petro. Donc, Trump a dit, attention, tes fesses vont chauffer bientôt. Donc, tous ceux qui s'opposent aux États-Unis seront la cible légitime des faucons, n'est-ce pas, qui sont autour de M. Trump. Et donc, Trump, vous savez, Trump est bloqué. Je ne sais pas si j'ai le temps pour bien développer, pour démontrer pourquoi le fait. Mais laissons un peu l'Amérique latine. L'AES est aussi dans le collimateur des États-Unis de Trump. Mais l'AES est aussi une cible de M. Trump et des faucons américains. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien l'intéresser, Donald Trump? Oui, mais depuis un certain temps, vous démontrez que vous avez beaucoup d'or. Hein? L'or du Mali, du Burkina Faso, l'uranium du Niger. Vous avez beaucoup d'or. Vous avez des minerais comme l'uranium. Vous avez vu que la France dit que c'est du magnétisme que le Niger fait. Etc. Encore dit France, la France peut sous-traiter ça aux États-Unis, dit viens m'aider. Hein, tu me donnes même 30% de cette rapine. Donc, l'AES est au cœur, n'est-ce pas, dans cette shortlist. Si on laisse M. Trump faire, parce que je suis pas sûr que... Vous dites que si on laisse oui, parce que M. Trump la faire, bataille, hein? Mais là on a l'impression qu'il n'y a personne pour l'arrêter. Non. Quand vous dites si on le laisse faire. Non, vous savez... Il s'arroge tous les pouvoirs, il intervient dans un pays souverain, il bombarde le pays, il enlève le président, il le juge. Chez lui aux États-Unis, on a l'impression que voilà, il n'y a personne. Et même les partenaires qu'on pensait ou du moins, même les partenaires stratégiques sur lesquels on pensait compter aujourd'hui, on a l'impression que chacun d'eux ne se limite qu'à des simples condamnations en passant parfaitement. Alors, sur qui se opposer aujourd'hui? Oui, mais d'abord sur les opinions. Vous savez, la démocratie a un baromètre, c'est les opinions internes. Oui. Quand ces opinions commencent à se prononcer, j'ai écouté Kamala Harris d'ailleurs, j'ai écouté Obama, j'ai écouté le sénateur Bernie Sanders et d'autres grandes voix aux États-Unis qui disent à Trump, attention, nous sommes en train de déchirer nous-mêmes le droit international. Nous sommes en train de mettre fin à l'ONU.
avec ce que tu déclenches là, c'est-à-dire la loi de la jungle, donc du plus fort, c'est fini le droit international. Donc c'est la porte ouverte vers une autre guerre mondiale. Mais il y a aussi des problèmes en interne, parce que Trump arrive là, dans bientôt il y aura des élections à mi-mandat, avec des boulets qui traînent. L'affaire Jeffrey Epstein, hein, où c'était un véritable lupanar, un bordel de luxe pour les puissants, où on venait s'encanailler avec des enfants et dont le nom de Trump est cité dans l'affaire. Il avait dit, OK, on va ouvrir ce dossier, mais depuis, il peine réellement à ouvrir le dossier. En Ukraine, il est battu. Il faut qu'il cherche. Il faut qu'il cherche quelque chose. Il va aussi faire même base sur le pétrole vénézuélien pour pouvoir contrer, n'est-ce pas, la Russie, qui est devenue le véritable point d'approvisionnement en pétrole, et de la Chine et de l'Inde qui revend ce pétrole à l'Europe, etc. C'est beaucoup de puzzles qui sont en place, et Trump a déclenché une opération pour contenter, n'est-ce pas, les faucons à l'intérieur des États-Unis qui estiment que l'Amérique ne peut pas se rendre sans se battre. Elle ne peut pas rendre des armes sans se battre, et il faudra qu'elle se batte violemment pour tenter de redonner son prestige. C'était l'histoire qui s'est passée entre le Congo et le Rwanda. On en a fait des tonnes ici. Les gens semblent donner l'impression que tout ça disparaît. Non! Tout ça est bien réfléchi, bien organisé. Donc bien quand on vous écoute, Patient Parfum d'Homme, il n'y a pas que le Groenland, il n'y a pas que le canal de Panama, il n'y a pas que la Colombie, il n'y a pas que le Mexique, il n'y a pas que Cuba, mais l'Afrique également est dans le viseur de Donald Trump. Mais éminemment que l'Afrique est dans le viseur de Donald Trump. C'est le dernier espace vierge où la dernière bataille, ça veut dire que la guerre des guerres, comme on disait lors de la Première Guerre mondiale, va se dérouler. Ça va être sur le continent africain, mon cher. Nous sommes quand même un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés d'un tenant pratiquement. Et avec des richesses hors normes. Vous croyez qu'on va vous laisser avec toutes ces richesses-là? Donc faisons attention. C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'il y ait des consensus républicains à l'intérieur des États, qu'il faut qu'on commence à avoir ce que j'appelle des unités politiques, même sur le plan sous-régional, et qu'une entité comme l'AIS aille vers la fédération très rapidement. Parce que ce qui se passe là, chaque jour on vous dit il y a une tentative de coup d'État. Il y a une tentative de coup d'État. Ah, c'est Damien Baké au Togo, mais vous avez vu tellement qu'il y a eu une grande conférence de panafricanisme au Togo, où il y avait même certains ministres de l'AIS qui étaient présents. Vous voyez comment ces histoires-là sont entremêlées, qui étaient présents, donc qui ont validé le fait que le Togo est un lieu sûr pour le panafricanisme. Mais en même temps, les coups partent de quelqu'un qui a l'asile politique au Togo et qui n'a jamais été remis au Burkina. Donc, je continue de vous dire que si l'entité politique qu'on appelle l'AIS ne va pas vers la fédération, ce qui va arriver, et on aura nos yeux pour pleurer. Les gens m'ont insulté sur ce plateau tout le temps en disant « Ah, tu exagères, mais on voit ce qui se passe là. » C'est ça qui arrive comme ça, tranquillement, sûrement, et qui risque de créer quelque chose. Donald Trump, pour moi, c'est une chance. Pour les géopoliticiens, pour les analystes politiques comme nous, c'est une chance parce qu'il nous permet d'ouvrir les yeux et nous facilite l'explication à ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux. Nous sommes dans une guerre. Et quand on dit que nous sommes en guerre, cette guerre-là doit être prise. Ce n'est pas une guerre à l'hypérite tout de suite, mais elle deviendra dans un futur très proche. Donc, à nous de prendre toutes les résolutions et tirer toutes les conséquences de cette affaire-là. Ce qui arrive au Venezuela pourra arriver à n'importe quel pays africain. J'avais rigolé des moments quand j'avais entendu que le Gabon a dit que réciprocité des sanctions aussi contre les États-Unis. Restriction des visas. J'avais rigolé. Vous m'avez dit que oui, le Gabon était un État souverain. J'ai dit que comment? Comment? Vous voyez là, c'est comment? Bon, maintenant, c'est un État souverain. S'il vous plaît, si vous continuez de dire ça, moi, je dis que ça veut dire qu'on ne tire pas les leçons de ce qui est en train de se passer. Oui, on tire les leçons, mais on ne peut pas enlever au Gabon sa souveraineté. Laquelle? Vous ne nous faites pas des amis du côté du Gabon actuellement, Patient Parfum d'Homme. Oui, mais c'est pas grave. Il faut quand même qu'ils ouvrent les yeux. Bon, l'autre truc, c'est la question des francs CFA. Vous savez pourquoi on ne s'attaque pas encore violemment à l'AIS? Ils continuent d'utiliser le franc CFA. Vous allez voir le jour où l'AIS va décider que maintenant, je suis sorti du franc CFA, définitivement. Là, vous allez commencer à voir les vraies choses contre l'AIS. Voilà. Donc, pour l'instant, puisqu'ils ont un gendarme qui contrôle leur économie à travers le franc CFA, plus ou moins, bon, ils sont certes dangereux, mais pas encore à un niveau
qui puisse pousser qu'il puisse aussi avoir un exemple comme le Venezuela. Merci. Maintenant, non, peut-être je vais pour sortir, l'attitude de la Russie, de la Chine et de tous les amis du Venezuela. C'est vrai que beaucoup de gens s'interrogent là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Certains ont parlé de deal, certains ont parlé d'accords de coopération militaire qui ne stipulent pas que si le Venezuela est menacé ou encore attaqué, de facto, ses partenaires stratégiques là peuvent intervenir. Tout le monde peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi militairement et la Chine et la Russie n'interviennent pas? Bon, mais peut-être que nous sommes qu'à une première étape de ce plan global. Parce que quand le gouvernement Venezuela est encore dirigé par la vice-présidente de Maduro et qui est en train de recevoir, n'est-ce pas, tous les soutiens de tous ces différents pays, ne nous précipitons pas. Continuons de regarder, c'est le début. Mais vous parlez d'une première étape. On a du mal à imaginer aujourd'hui un Nicolas Maduro revenir aux affaires. Il a été renversé, il est renversé. Là, il est jugé. Oui, mais son régime n'est pas renversé. Vous savez, c'est ça qui est quand même bizarre. On a peut-être pris le Maduro, on a pris son épouse, mais le régime bolivarien reste toujours en place. C'est quand même... Mais quand Tom dit qu'il va diriger cette transition, on l'imagine mal s'arrêter à ce niveau, juste à l'interpellation de Nicolas Maduro. C'est pour ça que je vous dis qu'on entend dans la suite. Si il dit qu'il va diriger la transition, ça veut dire qu'il sera obligé d'envoyer les troupes au sol, n'est-ce pas? Pour mater, pour écraser complètement le régime bolivarien. Et envoyer les troupes au sol, c'est à ce moment qu'on pourra bien regarder l'attitude et de la Chine et de la Russie et d'autres partenaires du Venezuela. Alors, quand il dit qu'il entend diriger cette transition, alors à quoi fait-il allusion? Est-ce qu'on devrait s'attendre à une autre intervention militaire? D'autant plus que Donald Trump, en personne, a menacé la vice-présidente actuelle Delcy Rodriguez, qui dirige le pays. Et Donald Trump lui demande de prendre des décisions adéquates, sinon elle subira la même chose que Nicolas Maduro. J'ai savouré. Affichons les codes d'accès. Nous avons également au standard avec le code. Ce que disait le doyen, c'est comme si on a fait l'émission avec lui l'autre jour. Ça dit que jusqu'à la fin de l'émission, je crois que c'était samedi. Peut-être avant que vous ne poursuiviez, ça vient de tomber. Nicolas Maduro et sa femme ont donc quitté la salle d'audience à New York, accompagnés bien sûr par les services des marshals américains. La défense de l'épouse du président vénézuélien a déclaré qu'elle avait été blessée lors de l'enlèvement avec une côte meurtrie. Ça vient de tomber à l'instant. Allez-y, docteur Essoussi. Alors, je disais, on va analyser. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'Afrique dans tout ce qui est en train de se passer. Parce que c'est un boulevard, je vous l'ai dit ici, vous avez posé, et le doyen est venu, c'est-à-dire il a éclairé, il est entré dans ce que je pensais, même ce que je n'ai pas pu exprimer, il a exprimé. Tout ce qui se passe, on est en train de dire, c'est un galop d'essai. On est en train de dire la finalité, parce que l'on voit le pétrole, ce n'est que ça qu'ils ont. Après le pétrole, l'Afrique, au-delà du pétrole, on est en train de dire à l'Afrique, après c'est votre tour, vous passerez à table. Donc, tout ce qui se passe dans la géopolitique mondiale, l'Afrique doit tirer des conséquences, elle doit tirer des leçons et se dire, c'est le temps ou jamais, les blocs se forment. C'est le temps ou jamais. Et je suis allé plus loin, je vous ai dit, faites très attention avec les impérialistes. Les blocs se forment, avez-vous l'impression vraiment? J'ai dit faites très attention avec les impérialistes. Qu'ils soient. Les impérialistes sont dangereux parce que le monde est capitaliste. Dès que mes intérêts sont menacés, même si tu es mon ami, on te dit que c'est moi la Chine. On te dit que c'est moi la Russie. On te dit, faisons très attention. Que l'Afrique se dise qu'il est temps de s'unir, de mettre sur pied des mécanismes d'abord entre nous les Africains, en cherchant des moyens externes pour pouvoir soutenir nos politiques. Sinon, quand le vent là va déclencher, parce que quand nous regardons nos pseudo-États, j'appelle ça, vous voyez, quand le doyen dit qu'il rit, quand le Gabon dit principe de réciprocité, il rit, parce que vaut le Gabon devant un pays comme une mastodonte comme les États-Unis, une mastodonte comme la France. Prenons seulement la France là, parce que les États-Unis, même s'il y a une autre type. Le Venezuela dont on parle là, ce n'est pas le Gabon.
À l'échelle internationale, même sur le plan militaire, ils ont des capacités que je ne sais pas si un État africain en a. Mais regardez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on nous explique des théories. Et M. Trump, je dois dire quelque chose de très important. M. Trump, depuis son accession au pouvoir, est en train d'ouvrir les yeux aux Africains. Il est en train d'ouvrir. M. Trump est monté au pouvoir. Il a dit, il est deep state. Il met ça à plat. L'ordre mondial, il met. Le monde multi. Les Africains sont restés. Ils ont applaudi. Ils dorment. Le même M. Trump vient. M. Trump viole le droit international comme ça n'a jamais été violé. C'est-à-dire qu'on dit même la honte. Si vous voyez des gens comme les Obama s'élèvent aujourd'hui, pourtant eux-mêmes en ont fait autant. Mais ils disent que la qualité de passage, c'est à ce niveau le monde se trouve. Non. Ça veut dire que M. Trump a légitimé même d'autres puissants. Ça veut dire que la Chine peut entrer à Taïwan aujourd'hui et prendre le guide taïwanais et dire que bon, il y a ce problème-là. Ça veut dire qu'Israël peut entrer aujourd'hui en Palestine, il ramasse le gars, il rentre chez... C'est ce que M. Trump... Et personne ne pourra parler parce qu'on va dire qu'il nous a donné l'exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, la Russie, oui, peut enlever Zelensky. Hein? Il faut voir ça. Et nous autres, nous allons dire que c'est légitime et qu'on soit... Mais c'est un peu l'image que cela renvoie. Que je suis fort, je peux faire de celui qui n'est pas fort et donc sa technologie n'obéit pas à mes pensées, ce que je veux et comme je veux et quand je veux. Faisons très attention. C'est pour ça qu'il est en train de dire, quand le moment viendra. Et depuis, nous parlons de l'AES. Oui. J'ai souvent l'impression que ces dirigeants de l'AES ne comprennent pas. Comment ça, les dirigeants de l'AES? J'ai dit, ils ne comprennent pas. Depuis un temps, je vous ai dit, c'est que je souscris, l'AES doit passer, ils doivent laisser la confédération passer à la fédération. Il est temps. Je vous rassure que les coups d'État là, les tentatives là, c'est les on est encore dans les tentatives. Hein? Un temps, ça ne sera plus la tentative. Je vous rassure, ça ne sera plus la tentative. Si on parle même d'un principe, et vous avez évoqué ça, le principe, la différence entre les accords de défense et les accords stratégiques. La Russie dont on parle n'a signé aucun accord de défense avec l'AES. Ils sont dans des accords stratégiques. Ça veut dire que l'AES... Ça veut dire que si l'AES est attaquée, la Russie n'interviendrait pas militairement. Pour intervenir, il vous faut un moyen juridique qui permet d'intervenir. Vous pensez que la Russie n'a pas des accords, puis pourtant ils utilisent ce même pétrole-là avec le Venezuela. Si ils en ont. Puisque la suite devient importante, et le doyen l'a dit, c'est la suite. Parce que M. Trump l'a dit, et c'est ça la question que vous m'avez posée. Oui. Mais au niveau de l'AES, il y a déjà une avancée dans ce sens-là, quand on parle d'accord de défense. Si l'un d'eux est attaqué. L'accord de défense stratégique ou l'accord de défense? L'accord de défense. Entre les pays de l'AES. Je parle entre les pays de l'AES. Les pays de l'AES, c'est qui? Le doyen vient de vous dire quelque chose. Les pays de l'AES, c'est qui? Sur le plan militaire, si Trump décide que lui, il vient là, il enlève tous les trois là, il les prend même en 30 minutes. On parle de quoi là? On parle de quoi? Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Une fédération, même dans une fédération, ce scénario... On devient plus fort. On peut pas on devient plus fort et on contrôle mieux. Parce que n'oublie pas que le ventre mou de l'Afrique, c'est ces petites répartitions là. Moi. Ça, il faut faire très attention. J'ai dit, on contrôle mieux et on devient plus fort. C'est ce que nous sommes en train de dire. 70 millions d'habitants, c'est pas bien. Et il faut partir de là. Alors, on devient plus fort. C'est-à-dire que sur le plan démographique, oui, on pèse. Sur le plan de l'intelligence, on pèse. Ce que 70 millions ensemble peuvent penser est différent de ce que 12 millions viennent passer ici, l'autre 30 millions viennent passer là-bas. Parce qu'au-delà de tout, chacun cherche à préserver son périmètre. Donc, c'est des signaux que nous lançons à l'Afrique. Parce que M. Trump vous dit une chose, que le gouvernement américain, oui, va gouverner par un gouvernement de transition jusqu'à ce qu'ils trouveront. Il ne donne pas un temps. Parce que le gouvernement de transition, lui dit que jusqu'à ce que les États-Unis vont trouver, oui, qui est capable pour sortir d'autres ressources. de gérer. Ça veut dire qu'ils vont finir d'exploiter
ce pétrole-là pendant des années, parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi un impact même sur le dollar. Toute cette histoire-là, M. Trump s'est dit que non, le problème de la dédollarisation est un problème sérieux aujourd'hui. Oui. Alors, quand ils vont exploiter même 20 ans, c'est où ils vont trouver quelqu'un qu'il faut mettre. Et la dame aujourd'hui est en train de vous dire que ça ne va pas passer. Et c'est pour ça que le doyen l'a dit. Maduro a été renversé, mais son gouvernement n'a pas été renversé. Elle vous dit que ça ne va pas passer. Oui. Et connaissant Trump et sa folie, c'est les moyens militaires. Et vous savez qu'elle ne fait que recevoir aujourd'hui. Même elle a reçu, il y a eu des entretiens avec la Russie où ils sont donc en train de passer à ces accords de défense. On parlait même dans certains couloirs, on parle des éventuels commandos russes qui devraient partir dans quelques jours parce que elle-même sent qu'à la Russie, c'est mauvais. Encore que Trump lui a promis que ce qui arriva à l'autre, rassure-toi, pour toi, sera même encore plus. Donc, je vous dis, pour sortir en 10 secondes, où Trump est là, M. Trump ne se contrôle pas. Je l'ai toujours dit, les positions des impérialistes, n'est-ce pas, vis-à-vis des faibles, ne changeront jamais cette politique-là. Donc, quand ils regardent les Africains, laissez aux histoires, quand ils regardent les Africains, ils se disent que votre tour arrive. Tout ce qui est en train de se passer, vous regardez à travers les télés, vous applaudissez, vous bavardez là. Merci. Nous avons, merci, doyen, le 25, en plein 25, ça a été le cas de l'Afrique. On a bombardé au Nigeria. Merci à vous, Dr Essoussé. Alors, Zerfel et M. Ali sont calés au standard. Je préfère commencer avec vous. Zerfel, on va aller au standard avant de revenir avec Nabaloum Abdoulaye. Alors, Zerfel, bonsoir et bienvenue. Il y a trop d'hommes au standard, donc je vais aller rapidement. Je salue d'abord le parfum d'homme, le doyen, je lui dis bonne heureuse année. Et ça, c'est rentrer en matière. Et moi, je vais dire tout ce que le doyen dit depuis qu'il est sur les plateaux de choses, comment dirais-je, pour conscientiser les Africains. Si on écoutait là, on n'allait pas rester là aujourd'hui. Parce qu'il dit des trucs, jusqu'à aujourd'hui, les gars n'appliquent même pas. Regardez ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Moi-même, monsieur, comment dire, les histoires qui s'est passées au Togo pour dire que réunion de quoi là. Et les gens de AS, ils sont partis s'asseoir. Vous pensez que c'est comme ça on s'assoit? Mais vous avez fait une histoire parce que le monsieur vous donne son port, mais le port qu'il vous a donné, c'est pas gratuitement. Il reçoit l'argent de vous. Donc vous ne pouvez pas vous soumettre à ces ordres comme ça, comme s'il était déjà quelqu'un qui était, comment dirais-je, blanc comme neige, et puis vous allez vous asseoir à la même table que lui. Un peu de retenue. Les gens qui viennent sur les plateaux pour vous conscientiser, pour dire des choses sérieuses, écoutez-les au moins. Demain, c'est nous qui avons les yeux pour pleurer, ou que vous, on vous a déjà dit. Ça, c'est la moindre des choses. Et puis, quand il y a des choses comme ça, soyez quand même, comment dirais-je, voici le Togo qui est là. Comment le Togo, un individu, parce que dans tous les pays africains, là, parce que ce que moi je vois là, les pays africains, on n'est pas sérieux. Quelqu'un qui a fait des dégâts dans son pays, qui a mis comment dire, sa population à genoux. Et c'est lui qui vient chez vous, s'asseoir, et puis faire des bêtises, et puis vous le regardez. Quand même, vous l'avez protégé, mais quand il vient, dites-lui la vérité. Tu es venu là, c'est pour t'asseoir ici, parce que tu penses qu'on veut te faire du mal, c'est pas que tu es venu chez moi. Mais tu vas pas être chez moi, et puis faire du mal aux gens. Il faut qu'on soit clair. Parce que l'Africain n'est pas clair. Quand moi j'entends mon frère sur le plateau, il dit qu'il veut une fédération là. La fédération, elle se lève pas comme ça matin. L'Union africaine qu'on a construit depuis des années, des siècles là, ça allait où? Ça allait où? Quand même, quand on veut dire quelque chose, quand même, soyons quand même, réfléchissons d'abord avant de dire des trucs. Parce que la fédération, donc on parle, où tout le monde va venir s'asseoir sans consensus, mais c'est pas une confédération. C'est une merde de choses qu'on est en train de créer encore. Donc, moi, les trois pays qui sont là, leur confédération qu'ils ont fait là, il faut qu'ils mettent l'accent là-dessus, comme disait le doyen tout à l'heure, leur monnaie n'a qu'à sortir. Parce que ils sont en train de traîner je ne sais pas si ce sont des plombs ou ce sont des montagnes qu'ils ont mis dans les pieds là-bas. Parce que vous avez créé le truc d'or, maintenant vous ne pouvez pas marcher, quoi. Parce que les lingots d'or là, ça traîne vos pieds là, vous ne pouvez pas marcher. L'uranium là, vous avez trop eu, vous pouvez plus sortir bouger. C'est la merde que vous êtes en train de faire. Arrêtez ça. Merci, je m'arrête là parce qu'il y a trop d'hommes.
demain matin, là, je dis ce que je pense. Merci. Merci à vous, Zerfel. Alors, Monsieur Ali, vous êtes également avec nous depuis le Niger. Bonsoir et bienvenue. Merci pour l'occasion que vous nous permettez effectivement de nous exprimer par rapport au sujet. Déjà, nous remercions tous vos invités, mais nous disons ceci, n'affaiblissez pas l'AIS dans la communication, excusez-moi du terme, de dire, c'est-à-dire que nous donnons une certaine force aux États-Unis qui n'est pas la leur. Bombarder un pays ne veut pas dire contrôler une nation. Voilà, prendre Maduro, ça ne veut pas dire que c'est terminé pour le Venezuela. Ils ont essayé en Afghanistan, en Irak, un peu partout dans le monde. Les États-Unis ont réussi à gouverner quel pays? Donc, nous ne nous affolons pas, nous pensons que restons sereins. Les États-Unis est dans ses plans, la Russie ainsi que la Chine fait leur plan, l'AIS est dans ses plans. Nous pensons que attaquer un pays comme le Venezuela et que ces défenses aériennes vénézuéliennes n'ont pas été activées, vous pensez que la Russie n'est pas au courant de ce qui allait se passer? Le service de renseignement russe est sous le territoire vénézuélien, avec des conseils militaires. Vous pensez que tout ça allait se passer sans que la Russie ne sait réellement ce qui se passe? Non. Vous pensez que la Chine, qui a plus de 10 milliards d'investissements au niveau de Venezuela, ne sait rien de ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui a affaibli, puisqu'elle a montré une fois de plus, Trump qui se dit un homme de paix, qui cherche le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, les gens le découvrent encore une fois de plus, qui est un dirigeant américain. Tous sont la même. Aujourd'hui, c'est le dernier souffle des États-Unis qu'elle entend d'y mettre. Nous le savons tous. Donc l'AIS, nous disons, c'est de se renforcer encore dans la capacité des missiles de longue portée, la défense aérienne, de tout faire actuellement, présentement, de tout activer pour que la jeunesse africaine puisse produire les missiles chez nous. Nous n'allons pas seulement nous appuyer sur la Russie, sur d'autres nations, nous allons nous appuyer sur nous-mêmes. Et nous sommes prêts tous à disparaître en Afrique de l'Ouest. Si ce n'est que les États-Unis, nous n'avons rien à cirer. Ça, soyez-en sûrs, soyez-en calmes là-bas. Nous sommes prêts à disparaître. Si nous allons disparaître parce que nous avons des richesses sur nous, nous sommes prêts à cela. Donc, nous pensons que les États-Unis n'ont plus rien aujourd'hui à prouver à l'humanité tout entière. Ils sont en train de tout perdre. Vous savez qu'aujourd'hui, la matière qui permet de faire les puces, le conducteur, comment on appelle ça, les puces électroniques, ces matières sont coupées entre la Chine et les États-Unis, ne reçoivent plus rien parce que la Chine est en train d'affaiblir effectivement. La Chine pour sortir, monsieur Ali, pour sortir. Effectivement, de ne pas se ravitailler au niveau des matériels qui lui permettent de fabriquer des missiles. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses, mais les États-Unis sont en train d'aller vers la fin. Ça, nous le savons très bien. Donc, nous ne paniquons pas. Monsieur Ibrahim Traoré, nous interpellons monsieur Yassimbe de délivrer Daniba rapidement que possible au niveau du Burkina. Il doit être jugé. Ça suffit maintenant. Et nous allons passer à autre chose. Les États-Unis, nous n'avons rien à cirer. Nous n'avons pas peur des États-Unis qu'ils viennent prendre l'Afrique tout entière. Nous sommes plus de 70 millions d'habitants. Merci. Si dans 70 millions d'habitants, il peut y avoir 100 000 personnes qui peuvent le dire non, nous pensons que nous avons gagné déjà. Merci à vous, monsieur Ali. Merci pour votre contribution ce soir au Standard. Nous allons avancer et prendre notre appelant. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bonsoir à votre équipe technique. Bonne et heureuse année à vous, vos invités et toute l'équipe. Monsieur Nguéné, moi je pense que le doyen avait bien parlé sur 2 points très importants concernant le Burkina. Et je pense qu'il a dit d'abord la réunion qui s'est tenue, la réunion panafricaine qui s'est tenue au Togo n'est qu'une farce. Et la deuxième chose, le jour où l'AS va créer sa monnaie, on verra bien. Je pense bien, c'est le doyen qui avait dit ça. On va bien voir. Ça va sauter de tentative maintenant vraiment à l'action. Et ça, c'est vrai. Les gens qui poussent, oh, il faut que l'AS crée sa monnaie, il faut que l'AS crée sa monnaie. Comment on peut créer cette monnaie maintenant alors que les réserves ne sont pas fortes? Même la Russie, il a fallu que la Russie rebuild, c'est-à-dire reconstruire ses réserves financières d'abord, avant de commencer à acquérir son territoire. Mais s'il vous plaît, ayez patience. La confédération, oui, c'est bien. La fédération, ça va arriver.
Mais je pense que le Togo aussi joue, si je peux me permettre de dire ça, un sale jeu. Sinon, comment se fait-il que il y a quelqu'un qui est en train de déstabiliser votre voisin que vous entamez supporter et cette personne n'est même pas surveillée. Moi, je préfère à ce que le Burkina lance un mandat d'arrêt, si possible, contre Daniba pour vraiment, pardonnez-moi, pour la déstabilisation du Burkina. Je m'excuse, je suis un peu allumé. Et pour sortir, M. Nguéné, je vais tourner maintenant au Venezuela. Vous savez, tout ce qu'on peut dire de M. Trump, moi, vraiment, ça me fait rire parce que M. Trump ne cache rien. Il vient vous dire quelque chose, les gens le prennent, ah, c'est Trump, et il va faire ça et puis les gens sont surpris. Mais vous voyez, qui sont les plus grands trafiquants au monde, si ce n'est pas le CIA? Ils ont même fait des films sur ça, basés sur les real stories. Ça s'appelle Air America. Il y avait Tom Cruise qui était dedans même, où le CIA trafiquait de la drogue et utilisait l'argent pour déstabiliser d'autres pays. Mais M. Trump aussi est un don de Dieu, hein, franchement. Si je dis ça, c'est parce que le doyen avait dit encore, les Africains doivent se réveiller, essayer de comprendre bien ce qu'il est en train de faire. Si vous n'utilisez pas ce don de Dieu que vous avez devant vous pour être ensemble, pour reconstruire votre nation, alors je suis désolé, l'Afrique est foutue. Mais vous avez vu le visage de Marco Rubio quand le président Trump disait « on va gouverner ». Mais en relations internationales, ça ne se fait pas. Moi, je suis gradué en relations internationales et la diplomatie à Newcastle. Mais jamais on n'envahit pas des pays, M. Nguéné, et surtout en tant que président, dire que moi, je veux gouverner ce pays. Ça ne se fait pas. Parce que maintenant, le président Trump vient de donner carte blanche ou bien green light. D'accord, M. Nguéné, aux autres pays pour dire faites ce que vous voulez. Mais si demain la Chine se réveille pour dire moi maintenant je veux prendre Taïwan, qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire ça, s'il vous plaît? Ou bien si je me demande bien, Turquie se réveille, je veux envahir cette partie de la Syrie, qu'est-ce qui peut l'empêcher? Donc pour sortir M. Nguéné, je pense que vraiment on est à un grand tournant des affaires, des relations internationales dans le monde et l'Afrique doit se réunir, pas seulement à travers les papiers, mais surtout à travers aussi les armes. Merci beaucoup, M. Nguéné. Bonne soirée. C'est Chance de l'Angleterre. Monsieur Chance. Nous allons prendre M. Diallo, également au Standard. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Nguéné. M. Nguéné, je salue Foro Média. Je souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2026. M. Nguéné, je vous ai demandé quelque chose. Si M. Parfait-Homme est là, il faudra inviter M. André Christophe Fonga. Et là, le débat sera très intéressant. Voyez-vous, ça donne du tonus. Parce que ces deux-là, vraiment, c'est des gens qui donnent du baume au cœur par leur analyse. Mais, M. Nguéné, je suis très déçu de la Russie. Très déçu. Je suis de l'AS, j'ai vraiment peur. Parce que ce qui s'est passé en Syrie, ils ont pu enlever M. Bachar el-Assad. Et maintenant, c'est au tour du Venezuela. L'AS, où est-ce qu'on va donner la tête maintenant? On doit faire très, très, très attention. Parce que je ne comprends pas la manière d'agir de la Russie. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, actuellement, je n'ai plus confiance à ces gens-là. Comme a dit le doyen, je crois que l'Afrique même doit se réveiller et préparer sa défense. Sans quoi, quand on veut s'appuyer sur d'autres, c'est pas bon. La Fontaine a dit quelque chose. La raison la plus forte est la meilleure. Voyez-vous? Donc, ça dit que celui qui est fort a toujours raison. Sinon, comment on peut enlever un président, l'amener dans son pays et dire que je vais... Vous avez, aux Nations Unies, tous les trucs là, les États-Unis se sont retirés de tout. Les droits de l'homme, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMS, tout.
Maintenant, c'est des gens qui ne voient que la force. Donc, M. Nguéné, j'ai peur même pour votre chaîne. Parce qu'ils sont là en train de dire que vous êtes en train d'éveiller les Africains. Donc, on doit faire très attention. Que Dieu vous garde et Dieu garde toute l'Afrique. Merci, M. Nguéné. Que Dieu garde le président Traoré. Que Dieu garde l'AS, que Dieu garde l'Afrique. Merci. Merci à vous, M. Diallo. Nous prenons le dernier appelant avant de retrouver Nabaloum Abdoulaye juste derrière. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur et bienvenue à vous. Voilà, bonsoir monsieur Nguéné, je voudrais saluer nos invités sur le plateau, je salue l'Afrique. Alors, sur la thématique principale, que vaut encore une charte de l'ONU aujourd'hui? Moi, j'ai pris la peine de lire tout au moins les principes et les objectifs de la charte de l'ONU et je me rends compte que ce que le président Donald Trump a fait, c'est quand même vraiment bizarre et il a agi aux antipodes des principes de la charte de l'ONU. Pour quelqu'un qui se dit homme de la paix, Donald Trump a agi, c'est-à-dire qu'il a pratiqué au Venezuela ce qu'on peut appeler le terrorisme d'État. C'est ça ce qu'il a pratiqué au Venezuela. Alors, moi je pense donc que ce qui compte, ce n'est pas la charte qui compte. Ce qui compte, c'est la force. Quelle est la capacité de chacun à capturer, à torturer l'autre? C'est ça qui compte. Aujourd'hui, moi je pense qu'il faut détruire cette charte de l'ONU parce qu'elle ne vaut rien, elle ne sert à rien du tout. Elle ne sert à rien du tout. Et donc, nos dirigeants en Afrique ici, moi je pense qu'à l'issue de ce qui se passe, nous devons nous asseoir, réfléchir, nous donner la main et travailler ensemble. Et le malheur chez nous ici, on constate que beaucoup de gens travaillent pour rabaisser le drapeau de l'Afrique. Il n'y a que quelques-uns qui travaillent, qui déploient toutes les énergies pour hisser le drapeau et l'envoyer le plus loin possible. Il faut qu'on comprenne l'enjeu. L'enjeu est de taille. Tout ce que les gens pourchassent, c'est chez nous. On a beau prétester, n'est-ce pas, du narcotrafic et du blanchiment de président vénézuélien, alors qu'en réalité, les objectifs sont ailleurs. C'est les ressources stratégiques, les minerais dont regorge le sol vénézuélien. Et ici, on en a assez. Cela veut dire que demain, on va nous attaquer, nous aussi. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir empêcher cela? Je voudrais demander à nos gouvernants de comprendre que leur intérêt personnel seul ne peut pas régler la situation. L'AES, vous êtes obligés d'aller à une fédération et que d'autres pays viennent renforcer cette fédération. Ça, c'est ce qui me préoccupe et je tiens à le souligner. Voilà ma modeste contribution au sujet de ce soir. Merci de nous donner la parole et je suis sorti par là. Merci à vous. Alors, Monsieur Peter, vous êtes également avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Oui, est-ce que vous m'entendez? Allez-y, Monsieur Peter, vous êtes à l'antenne. Ok, je dis bonsoir à vous, bonsoir au call center, Monsieur Nguéné, vos invités. Je voulais juste donner mon petit point de vue par rapport à votre thématique. Je vais d'abord aborder le premier sujet que je trouve assez intéressant par rapport au Burkina Faso. J'avais donné une information ce matin sur votre chaîne, parce que hier nuit, on m'avait fait part de certaines choses qui sont en train de se tramer, non seulement au niveau de l'AES, mais aussi au niveau même de l'Afrique centrale. J'espère bien que le message va passer vers qui de droit. Parce que M. Ibrahim Traoré a dit que l'hiver noir est là. Et c'est pas faux. Ce que nous avons observé au Venezuela, c'est juste un avant-goût, mais qui cache quand même quelque chose parce que j'ai essayé de faire une petite analyse en me basant sur la campagne de Donald Trump. Il s'est trouvé que le cartel du pétrole lui avait donné de l'argent pour financer sa campagne et en retour, il leur a promis de leur donner du sucre. Et le sucre qui vient de l'Amérique latine, en particulier le Venezuela. Et il a fait, en violant le droit international, en s'imposant comme étant le maître du monde, et je fais ce que je veux, personne ne peut réagir. Mais je vous assure que les représailles sont en cours de, on dit dans le jargon internaute, téléchargement, parce que la Chine
après tous les investissements qu'elle a fait, elle n'est pas prête à lâcher prise, et surtout que son ministre des Affaires étrangères aurait dit, j'attends que la chose soit confirmée, que la Chine va faire des représailles vis-à-vis des États-Unis en leur privant de terres rares et renonçant aux achats de bons de trésors américains. Ça, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez même aller sur le lien de Glenn Dixon. Il a eu à inviter Larry Lawson. Il a textuellement, enfin, qui a expliqué en gros et en large les risques que Donald Trump a pris. Parce que le Congrès, ils sont tous corrompus puisque la majeure partie sont des actionnaires des cartels. Donc, ils ne peuvent pas réagir comme tout le monde attendait. Mais par contre, au niveau international, comme a dit votre téléspectateur qui était découragé, je dis non. Dans les relations internationales, il y a les relations stratégiques. Et une relation stratégique, ce sont des accords militaires comme la Russie avec la Corée du Nord, comme ce que Poutine a dit également avec le pays de l'AES. Donc, il faut dire que quiconque les attaque, c'est mes intérêts qui vont toucher. Ça, c'est concret. Mais avec Maduro, ça n'a pas été le cas. Maduro, il flottait un peu, quand bien même. Il essayait de démontrer un rapprochement avec Moscou et Pékin. Il avait toujours un pied de l'autre côté. Et ça, c'est des choses qu'il faut essayer de comprendre parce que la politique de l'Amérique latine, elle est très différente des autres. Les Latinos, ils ont été longtemps dominés par le mécanisme de la CIA et de la DEA. Et c'est très compliqué aujourd'hui quand on voit des présidents qui se dépassent du joug américain, ils deviennent tous pays dans le punishment. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. On espère bien que le retour des deux grands, je parle de la Chine et de la Russie, vont être effectifs parce que, en langage diplomatique pour chuter, on utilise le droit international pour interpeller l'autre. Et jusque-là, Donald Trump n'a pas fait de retour par rapport aux questions qu'ils ont posées. Donc ça sous-entend qu'il leur fait comprendre que oui, je l'ai fait. Maintenant, on verra la suite. Restons encore en observation, mais sachant que cet acte est un investissement pour l'Afrique et que les pays africains qui ont décidé de tourner le dos à l'Occident doivent être prêts aux représailles parce que ils ne veulent pas perdre ces points stratégiques et ils vont aller jusqu'au bout de leurs actions. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye. Merci à vous, Monsieur Peter. Alors, Nabaloum, c'est quoi la suite qu'on devrait donner aux événements? Je rappelle que le président Nicolas Maduro a quitté donc le tribunal il y a quelques minutes, mais bien avant, il s'est exprimé. Je reviens sur quelques déclarations fortes de ce dernier. Il a déclaré « Je reste le président de mon pays ». Déclaration clé d'ailleurs de Nicolas Maduro et d'autres personnes lors de son procès du côté des États-Unis. Le président Maduro a plaidé non coupable. L'épouse de Maduro a également clamé son innocence. Nicolas Maduro a déclaré ne pas avoir pris connaissance de l'acte d'accusation auparavant et ignoré ses droits. Ce dernier et son épouse ont demandé une visite consulaire. L'avocat de Maduro a indiqué que ce dernier ne demande pas sa libération pour le moment. La défense du président et de son épouse prévoit de déposer une demande de mise en liberté sous caution ultérieurement. Un juge new-yorkais a ordonné à Maduro de comparaître le 17 mars prochain pour une audience concernant notamment son procès. Nabaloum, alors, quelle est la suite qu'il faudrait aujourd'hui envisager au regard bien sûr de l'évolution de cette situation? Alors, avant de donner la suite, permettez-moi quand même de commenter un peu quelques actions. Premièrement, c'est vraiment, lorsque j'ai suivi les images qui se sont passées, j'ai dit au moins une fois, le président Donald Trump a encore donné l'occasion aux panafricanistes et a donné un exemple de ce que les panafricanistes ont toujours dénoncé, ont toujours relevé, en tout cas dans les différentes communications, dans les différentes occasions qui sont données pour conscientiser, qui sont données pour l'éveil de conscience de l'ensemble des populations africaines. Mais malheureusement, le constat, quelques heures après que j'ai vu à travers les réseaux sociaux beaucoup d'Africains qui sont contents et qui indexent d'autres pays africains qu'ils seraient effectivement dans le viseur et que eux, ils ne seraient pas concernés. C'est vraiment dommage et regrettable qu'aujourd'hui, certains Africains, malgré les multiples exemples
et qui se révèlent au jour le jour continuent de penser que le monde impérialiste est là pour aider, est là pour soutenir, est là pour accompagner le continent et son peuple. C'est un leurre et il faut se réveiller. Mon deuxième regret, c'est véritablement pour les populations vénézuéliennes qui, soit au Venezuela ou dans d'autres pays, ont salué effectivement cet acte barbare et de force, et pensant que effectivement ça va redonner la liberté, pensant que ça va redonner la joie de vivre au Venezuela. Ce qu'on ne nous montre pas, c'est comment est-ce que le président Maduro a transformé le pays. Comment est-ce qu'il est arrivé véritablement à transformer le pays? Et la courte idée, effectivement, de toutes ces personnes, c'est l'histoire qui nous enseigne quand même. L'histoire des États-Unis qui bombardent. Nous avons vu avec Saddam Hussein, nous avons vu avec Kadhafi, nous avons vu avec tout récemment la Syrie. Quel est le niveau de vie des populations dans ces pays-là aujourd'hui? Ces pays qui ont été bombardés par les États-Unis. C'est-à-dire partout là où ils sont passés bombardés, ça n'a jamais donné par la suite ni la liberté, ni la joie de vivre. C'est au contraire mettre les populations dans l'instabilité totale, dans la précarité totale, au détriment de voler, de piller et d'extraire l'ensemble des ressources que ces pays-là regorgent. Donc c'est vraiment ces deux faits, vraiment quand j'ai analysé, ça m'a profondément touché, mais le combat continue et c'est comme ça, il faut de l'autodétermination, il faut que la conscientisation continue pour que les Africains continuent de s'éveiller. Alors, je vais maintenant commenter un peu... pour sortir, Nabaloum, en 30 secondes, pour sortir. Alors, pour ce qui est de l'avenir, je dirais tout simplement que nous allons rester dans l'observation parce que ça, ce n'est qu'une première étape et il y aura beaucoup d'autres étapes qui vont suivre parce que la situation telle qu'elle est présentée présage ou en tout cas montre beaucoup, donne beaucoup de pistes de réflexion qu'on peut se donner, mais comme les autres l'ont dit, au niveau de l'Afrique et principalement au niveau de l'AES, il faut garder le cap, il faut mettre l'alerte maximum parce que effectivement tous les signaux sont au vert que l'AES est visée. Voilà. Merci à vous. Docteur Essoussé, pour sortir en 2 minutes. En fait, ce que moi je peux dire face à tous ces bouleversements et à cette méchanceté que nous offre l'impérialisme au moment où nous pensions que le monde a évolué, les mentalités ont évolué et nous sommes sortis de la sauvagerie de la colonisation, mais que brusquement, petit à petit, on nous ramène parce qu'on était arrivé à un niveau, il y avait quand même de l'élégance quand il fallait fauter. Mais aujourd'hui, ça nous démontrait à suffisance que c'était un tort des Nations Unies, n'est-ce pas, d'avoir mis, n'est-ce pas, sur comment je vais dire, la table d'accusation, la SDN. Oui. Ça veut dire qu'il ne faut rien attendre de la réunion d'urgence aujourd'hui des Nations Unies. Les Nations Unies, le Conseil de sécurité qui se tient actuellement, ont été mis sur pied. Nous constatons avec amertume que les Nations Unies sont incapables de résoudre les problèmes dans le monde. Tout au contraire, partout où ils ont mis leur empreinte, la situation s'est toujours dégradée. Et que, avec ce qu'on a vécu sur le cas du Venezuela, il faut l'interpellation de un ou de deux entités pour avoir une réunion qui, pour moi, je ne pense pas que ça va aboutir à quelque chose, dans la mesure où M. Maduro est en train d'être jugé. Maintenant, en 30 secondes, pour sortir. Je sors par là. Ce qui se passe, le monde est un village. Ce qui est arrivé à Paul pourra arriver à Pierre. Encore que chez Paul, c'est une façon de te dire qu'on est en train d'arriver chez toi, Pierre. Donc,
Nous savons que le centre des intérêts dans le monde aujourd'hui, c'est l'Afrique. Que l'Afrique se prépare à cette méchanceté. Il est temps de nous préparer, de développer les moyens pour pouvoir résister à ce grand vent qui est en train d'arriver. Le Nigeria en a payé les frais le 25 décembre. À qui le tour demain? Patient Parfum d'Homme, 2 minutes également pour sortir de l'émission. D'abord, tout notre soutien à l'AES, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Tout notre soutien à l'AES, tout ce que nous poussons aussi comme réflexion coup de gueule, c'est pour leur dire d'aller un peu plus vite parce que nous n'avons pas l'éternité avec nous. Et ils sont aujourd'hui la référence, n'est-ce pas, de tout panafricain conséquent qui se veut ainsi, parce que nous savons que la tâche de l'AES va finir par éradiquer tout le continent. Deuxièmement, pour notre téléspectateur, non, je crois Nabaloum, il dit qu'il y a des Vénézuéliens qui ont jubilé. Mais effectivement, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs élections au Venezuela et qu'il y a eu à départager les différents sur le point de vue occidental. D'ailleurs, M. Guaido a été considéré il y a encore tout récemment comme le président, élu du Venezuela et reconnu comme tel par les officiers d'intérêt international. Donc ça veut dire qu'il y a une frange de la population du Venezuela mais ce sont les happy few, ceux qui bénéficiaient au temps où le pétrole vénézuélien et les chefs du Venezuela étaient dirigés par les États-Unis. Il y avait des classes qui en profitaient. Et il ne faut pas l'oublier, on va en revenir dessus plus tard. Et je sors quand même par une autre interpellation. Les gens me disent, oui, mais monsieur Ndom, vous combattez le régime de Biya, mais vous ne souhaitez pas que le Cameroun aussi connaisse, comment on dit ça, une embellie comme celle-là, avec le pouvoir au peuple. Je leur réponds très rapidement, si les États-Unis viennent pour combattre au Cameroun, enlever le président Biya pour aller le juger aux États-Unis, je vais m'y opposer fermement. C'est aux Camerounais de résoudre le problème camerounais. Et ça doit être ça, n'est-ce pas, notre digne au niveau de tout Africain conséquent qui se respecte. Parce que chaque fois que l'oppresseur occidental impérialiste vient résoudre vos problèmes, ce n'est pas seulement pour vous exploiter, mais c'est pour vous transformer définitivement en esclave. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme, le docteur Issoussé, à Nabaloum Abdoulaye depuis Ouagadougou, Burkina Faso, les 3 invités de cette émission du Point sur l'actualité. Merci à l'équipe technique conduite par Liga. Ce soir, on se donne rendez-vous demain mardi, naturellement, pour un autre numéro de votre émission, le Point sur l'actualité. Portez-vous bien.